Bonsoir Vladimiro, bonsoir tout le monde et bienvenue à un nouveau webinaire sur la fertilité organisé par la Société de fertilité européenne. Je m'appelle Wana Garbi, je suis coach de santé certifiée, je suis défenseuse des droits des patients de fertilité et je suis ici parce que le but de ces webinaires, c'est d'éduquer, c'est de mettre à votre disposition des informations utiles qui pourront vous être utiles pendant votre parcours de fertilité. Comme ça, si vous aurez besoin, vous allez pouvoir faire un choix informé pendant votre parcours. N'hésitez pas de poser des questions. Ce webinaire, il est enregistré, donc vous allez pouvoir revoir tout l'enregistrement tout de suite. Les questions sont anonymes, donc n'hésitez pas. Mon invité ce soir est Vladimiro Silva. Il est pharmacien, il est embryologue, il est le fondateur, le PDG et le directeur du labo de FIV Ferticentro et Procrear de Portugal. Bonsoir Vladimiro, merci d'être avec nous ce soir. Je te laisse t'introduire et de nous dire de quoi tu vas nous parler ce soir. Alors, bonsoir Johanna, et tout d'abord, merci à la Société européenne de fertilité. C'est un plaisir d'être ici. C'est pas la première fois que je fais des webinaires et pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les sujets qui concernent les patientes. Euh, je viens du Portugal. Je suis le directeur exécutif de deux cliniques au Portugal, la clinique Ferticentro à Coimbra et la clinique Procrear à Porto. Je vais donc partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que ça fonctionne. Euh, Vous voyez mon écran. C'est Oui, bon? oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, donc, la présentation d'aujourd'hui, le titre, ça a été proposé par la Société européenne de fertilité. Aujourd'hui, on va parler des techniques supplémentaires de FIV, notamment l'IPSI, le PIXI, le MAX, le embryo monitoring, l'embryo-glue et tout ça. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un sujet duquel les patients parlent beaucoup. C'est extrêmement fréquent que les patients arrivent chez nos cliniques et qui nous posent des questions concernant cette méthode, l'autre méthode, parce qu'ils voient ce type d'informations en ligne. Ce type de thèmes sont discutés sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a bien sûr un peu de pression commerciale aussi autour de ce type de ce que nous appelons add-on dans la procréation médicalement assistée. Bon, tout d'abord, il faut dire que tout ça, la raison pour laquelle tout ça existe, c'est parce que contrôler les résultats d'une FIV, c'est pas simple. Il y a en effet plusieurs facteurs qui peuvent affecter la probabilité de réussite, notamment la qualité des ovocytes, la qualité des spermatozoïdes, les développements embryonnaires, la qualité de l'utérus, l'équilibre hormonal de la femme, enfin des facteurs associés au travail des cliniques. Et donc, il y a pas mal de facteurs qu'il faut contrôler et qui ne sont pas toujours faciles à contrôler. Euh, une FIV, elle a plusieurs étapes et donc on peut faire des interventions sur des différents moments, notamment d'une façon extrêmement générale. On peut dire qu'on commence pour faire une stimulation ovarienne. Ça sert pour stimuler les ovaires à produire une quantité d'ovocytes élevée dans un environnement hormonal correct et d'une façon contrôlée. Quand les follicules ovariens arrivent atteint une certaine taille, on va déclencher l'ovulation et ensuite faire la ponction ovocytaire pour prélever les ovocytes depuis les ovaires sous sédation. Ensuite, on va prélever les ovocytes, on va faire la fécondation de ces ovocytes, on va obtenir des embryons et on va mettre ces embryons en culture. Le développement embryonnaire est donc soigneusement surveillé 24 sur 24 heures pour identifier soit les embryons avec un potentiel d'implantation supérieur, soit les embryons qui présentent déjà des problèmes. Actuellement, on fait ça même avec l'aide de l'intelligence artificielle parce qu'il y a des choses que l'œil humain n'est pas capable de voir lorsque
les nouvelles technologies surpassent déjà les humains dans certains domaines. Et bien sûr, on peut même faire le DPI, le diagnostic préimplantatoire, pour évaluer le contenu génétique des embryons. Finalement, quand nous avons des embryons de bonne qualité et quand ils sont au moment correct de développement, il faut faire le transfert vers l'utérus et surtout, il faut assurer que l'utérus est préparé pour recevoir ces embryons. Donc, la question qu'on se pose pas mal de fois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a tellement de facteurs à contrôler? Bon, en réalité, la chose la plus importante, c'est évaluer les résultats obtenus dans la recherche scientifique. Par cette raison, la Société européenne de reproduction humaine et embryologie, l'ESHRE, c'est la société plus importante en Europe, et l'une des plus importantes au niveau mondial. L'autre, c'est la société américaine, la American Society for Reproductive Medicine. Et donc, ces deux associations, elles se prononcent toujours par rapport à la qualité de la recherche scientifique. Et donc, l'ESHRE, c'est le nom de la société européenne, a très récemment publié des informations concernant l'utilisation de ce que nous appelons des add-ons en médecine de la reproduction. Ce sont ce type de techniques supplémentaires desquelles nous avons parlé au début. Donc, pour organiser les idées, suite à la demande de la société de l'European Fertility Society qui organise ce webinaire. On va parler de l'IPSI, de la PICSI, des MAX, de l'embryo monitoring et de l'embryo glue. Okay? Donc, premier point, IMSI. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'injection. IMSI, c'est l'acronyme pour injection intracytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés. Comment ça fonctionne? Bon, en effet, l'IMSI consiste à faire une sélection un peu plus rigoureuse du spermatozoïde avant de l'injecter dans l'ovocyte. Et pour ça, nous utilisons des méthodes de grossissement plus fortes que celles utilisées habituellement. Avec l'IMSI, on arrive à un grossissement de plus de 6000 fois lorsqu'avec l'ICSI, c'est-à-dire avec la méthode traditionnelle, nous augmentons la taille du spermatozoïde 400 fois. Okay, on peut voir au-dessus comment est-ce qu'on voit tous les jours dans une technique classique ici, comment est-ce qu'on voit un spermatozoïde très petit ici, lorsque avec le grossissement supérieur obtenu lors d'une IMSI, nous sommes capables d'avoir des images très détaillées sur la tête, notamment sur la tête des spermatozoïdes. Cependant, selon une révision internationale des résultats de la FIF, ce que nous avons vu, c'est que, en effet, l'utilisation de l'IMSI n'augmente pas le taux de naissance de bébés, parce que c'est le dernier but de tout patient qui commence un procès de FIV, c'est d'avoir un enfant. Ça n'augmente le taux de grossesse évolutive non plus. Ça n'affecte pas le taux de fausses couches. Et donc, ça signifie qu'en réalité, si on fait des études de taille supérieure avec un nombre plus élevé de patients, on voit aucune différence entre l'IMSI et la méthode traditionnelle. C'est pour ça que actuellement, cette technique, qui semblait être très intéressante il y a 12-15 ans, cette technique, entre-temps, a été progressivement abandonnée. Nous ne la recommandons pas non plus. Donc, c'est-à-dire, la société européenne dit que ça n'a pas d'intérêt pour les patients. Ça ne va pas faire pire, ok, c'est vrai aussi, mais il n'a aucun avantage associé lié à l'utilisation de cette technique. Donc, l'IMSI, c'est un non. Le deuxième point, c'est le PICSI.
C'est ce que nous appelons l'ICSI physiologique. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, quand physiologiquement, c'est-à-dire dans la nature, quand un spermatozoïde mature arrive à côté de l'ovocyte, c'est-à-dire à côté des cellules du cumulus, qui sont les cellules qui sont autour des ovocytes, ce spermatozoïde va se connecter à l'acide hyaluronique qui existe dans la membrane protectrice de l'ovocyte. Et bien sûr, seulement les spermatozoïdes matures ont un récepteur pour faire cette connexion. Avec la technique, la méthode PIXI, nous sommes capables de sélectionner les spermatozoïdes qui ont cette capacité de liaison à l'acide hyaluronique. Okay? Selon cette étude qui a été publiée par le laboratoire qui vend cette technique, nous avons avec les plaques Pixie, nous sommes capables d'augmenter les résultats de l'efficace de cette technique, l'efficace de l'ICSI. Okay, c'est à cause des résultats de cette étude, et c'était une étude de grande taille, ils ont fait pour 800 patientes traitées par ICSI dans 10 cliniques différentes aux États-Unis, ils ont réussi à augmenter 5 fois l'efficace de la technique PIXI. Okay? Cependant, selon le rapport de l'ESHRE, de la Société européenne de reproduction assistée, selon aussi une révision de la Cochrane est une entité qui travaille ensemble avec l'Organisation mondiale de la santé pour évaluer les technologies de santé. Les conclusions, c'est-à-dire parce que la recherche scientifique se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire initialement, il y a des études prometteuses, c'est pour ça que ce type de technique arrive au marché, mais avec l'expérience d'utilisation de ce type de technique, ils ont vu que l'effet est très petit, qu'il y a même des études dans lesquelles ils n'ont trouvé aucun effet sur la probabilité de grossesse ou la probabilité de naissance. Il y a une petite réduction du taux de fausse couche. Okay? Cependant, ils disent qu'il y a encore, ils sont encore nécessaires des études supplémentaires. Et donc, ils disent que peut-être qu'éventuellement, ça pourra aider certaines patientes, notamment pour les patientes qui ont des problèmes de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes, pour des cas où les femmes sont un peu plus âgées. Et donc, la recommandation ici, c'est que cette technique n'est pas recommandée pour tous les cas, okay? Mais ça peut être utile pour certains patients. Il faut évaluer chaque cas soigneusement. Donc, ce n'est pas ce que nous appelons une technique de première ligne. C'est quelque chose que nous pouvons recommander pour les patientes qui ont déjà des échecs à répétition, qui sont encadrés dans le type de situation desquelles je viens de parler. Le troisième point duquel on va parler ce soir, c'est les MAX. Les MAX sont une technique qui sert pour exclure des spermatozoïdes qui sont potentiellement en mort cellulaire. Comment ça fonctionne? Bon, nous additionnons un marqueur spécifique pour les spermatozoïdes qui sont en mort cellulaire, c'est-à-dire on va partir d'un échantillon de sperme, on va ajouter une substance un réagent qui va se lier aux spermatozoïdes qui sont en mort cellulaire et ensuite on va passer les spermatozoïdes qui ont ce que nous appelons des colonnes d'annexine. Okay? Et donc les spermatozoïdes qui ont ce marqueur de mort cellulaire seront retenus par les colonnes d'annexine. Et donc, théoriquement,
à la fin des colonnes d'annexine, c'est-à-dire après le passage de l'échantillon de sperme pour les colonnes max, les colonnes d'annexine, l'échantillon n'aura que les spermatozoïdes qui ne sont pas en mort cellulaire parce que les autres ont été liés à la colonne. Okay? Théoriquement, ça semblait une très bonne idée. Il y a 10, peut-être 15 ans, les premières études des max étaient très prometteurs, ok? Et donc, initialement, beaucoup de cliniques utilisaient cette méthode. Nous l'avons utilisée aussi, mais cependant, les effets bénéfiques de l'utilisation de cette technique restent pas clairs. C'est-à-dire, selon ce dernier rapport de la Société européenne, ils disent qu'une étude de grande taille de la Cochrane, aussi l'association qui travaille ensemble avec l'Organisation mondiale de la santé, a donné des effets bénéfiques absolument légers sur le taux de grossesse, sans significat statistique. Des études plus récentes, même deux études réalisées à l'année 2021, n'ont pas montré aucun effet sur le taux de grossesse et donc par cette raison, euh, nous considérons que cette technique n'est pas recommandée pour tous les cas. Euh, Bien sûr, on peut l'utiliser pour certains patients qui ont des échecs à répétition, euh, pour des patientes, pour des cas pour lesquels nous ne trouvons pas de justification alternative, mais encore une fois, il faut évaluer chaque cas soigneusement. Euh, je mets les plaques Pixie, disons, je donne plus de priorité aux plaques Pixie que aux Max. Les Max sont, la tendance, c'est que cette technique soit abandonnée dans les prochains temps. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être abandonné. Ça sera un peu comme l'IMSI. Initialement, ça semblait prometteur, mais actuellement, personne ne l'utilise plus. Embryo monitoring, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est une désignation en anglais pour ce qu'on fait pour contrôler le développement des embryons à l'intérieur de l'incubateur 24 sur 24 heures. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous avons dans les cliniques des PMA des incubateurs avec des vidéocaméras incorporées qui nous permettent de surveiller les embryons d'une façon continue 24 sur 24 heures. Euh, le plus connu de ces systèmes, c'est l'embryoscope. C'est ce que nous avons dans nos cliniques au Portugal. Nous avons été les pionniers de l'utilisation de cette méthode au Portugal il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, ça reste très actuel. Entre-temps, nous avons acquis des embryoscopes plus développés que celui qui est dans l'écran. Et bon, l'utilisation de cette méthode de vidéo time-lapse, c'est le nom technique de cette méthodologie, ça permet théoriquement d'identifier les embryons les plus viables, mais ça permet aussi d'identifier quels sont les embryons qui ont un risque supérieur d'avoir des problèmes de développement. Actuellement, et ça c'est une chose extrêmement récente qui est arrivée à la pratique clinique, euh, surtout pendant l'année 2022, nous utilisons aussi de l'intelligence artificielle pour nous aider à identifier les embryons avec un meilleur potentiel. Et on fait tout ça sans déranger les embryons, c'est-à-dire optimisant les conditions de culture embryonnaire, l'environnement dans lequel les embryons se développent. Je peux vous dire que même littéralement, il y a 10 minutes, juste avant de commencer cet webinaire, j'étais au laboratoire avec la directrice du laboratoire ici, de Propria, de la clinique de Porto. On avait des doutes par rapport à un embryon. On regardait les vidéos, on ne savait pas si cet embryon avait une qualité suffisante pour être congelé ou si c'était pas
conseillé la congélation. Ensuite, on a vu l'avis de l'intelligence artificielle et en effet, l'intelligence artificielle recommandait la congélation de l'embryon en cause. Et donc, par cette raison, on va le congeler. C'est-à-dire, il y a des choses que l'œil humain n'est pas capable de voir et c'est la nouvelle réalité des temps modernes. Il faut que nous, les embryologues, vivons avec cette nouvelle technologie et surtout, il faut toujours évaluer les choses d'une façon critique. Mais par exemple, dans un cas où nous avions des doutes, où on n'était pas sûr, nous n'étions pas tous d'accord aussi par rapport à la viabilité d'un embryon. Et donc, pour ce type de cas, l'intelligence artificielle est vraiment utile. C'est un outil très utile pour nous. Alors, selon la Société européenne de reproduction assistée, ils disent que les technologies de time-lapse, c'est-à-dire ce type de technologie, a été est très conveniente et très effective pour contrôler d'une façon continue le développement embryonnaire. Cependant, personne n'a pas réussi à augmenter le taux de réussite grâce à l'utilisation des méthodes, de ce type de méthodologie. Bon, c'est vrai que l'embryoscope n'augmente pas le taux de grossesse parce que, en réalité, si les embryons ne sont pas de bonne qualité, ce ne sera pas l'embryoscope qui le changera. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire si un embryon est de bonne ou mauvaise qualité, mais la médecine n'arrive pas à transformer un embryon de mauvaise qualité dans un embryon de bonne qualité. Et donc, c'est-à-dire, il faut travailler avec ce que la nature nous donne. Okay? Cependant, il est indiscutible aujourd'hui que l'embryoscope optimise les conditions de culture embryonnaire. Il est indiscutible que ce système permette de mieux connaître les embryons avec lesquels nous travaillons. C'est indiscutible aussi que les techniques d'intelligence artificielle voient des choses que l'œil humain n'est pas capable de voir. Donc, c'est pour ça que nous considérons que l'embryoscope est un vrai avantage. Nous l'utilisons toujours dans nos soins et sans frais additionnels. C'est vraiment une question d'éthique. On trouve que l'embryoscope est tellement bénéfique pour les patients que nous avons pris la décision de l'utiliser toujours sans coût additionnel pour les patients. Donc, l'embryoscope, à mon avis, à notre avis, c'est un très clair oui. C'est la même chose dans toutes les principales cliniques de PMA au niveau mondial. Okay. L'embryoglue. Qu'est-ce que c'est l'embryoglue? Bon, ça sert pour aider à l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Et donc, quel est le principe derrière l'embryoglue? Bon, alors, on sait, nous avons déjà parlé, de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est aussi très présent à l'intérieur de l'utérus et il joue un rôle très important aussi dans le procès d'implantation. Ce n'est pas seulement dans le procès de fécondation, c'est aussi dans le procès d'implantation. Donc, l'embryoglue, c'est un milieu de culture qui a une concentration élevée d'acide hyaluronique et d'albumine recombinante pour simuler les conditions utérines. L'acide hyaluronique s'attache à des molécules de la surface de l'utérus et il va fonctionner comme une espèce de pont entre l'utérus et l'embryon. On voit ici ces petites balles blanches. C'est le pont qui est établi grâce à l'acide hyaluronique entre l'utérus et l'embryon. Donc, ce qu'on fait, c'est nous littéralement plongeons l'embryon dans l'embryoglue avant le transfert embryonnaire et ça permet d'aider à la formation de ce type de pont. Donc, cette méthode existe déjà depuis 20 ans. Okay? Les résultats, en effet, sont très favorables. Selon des études, bien sûr, qui sont présentées pour le fabricant de l'embryoglue, on voit que le taux de grossesse augmente
19% avec l'utilisation de l'embryoglue et que ça représente une augmentation de la probabilité aussi d'avoir un enfant, soit pour des transferts embryonnaires à J3 ou à J5. On passe de 50 à 63% pour des pourcentages d'accouchement. Dans ce cas, il n'y a pas de mais. C'est-à-dire, selon la Société européenne de reproduction assistée, ajouter l'embryoglue au, au milieu de transfert embryonnaire, ajouter, pardon, l'acide hyaluronique au milieu de culture de transfert embryonnaire est associé à une augmentation de, dans le taux de grossesse, le taux de naissance aussi, sans aucun effet secondaire. Bien sûr, ça peut augmenter légèrement le taux de grossesse multiple, mais ça c'est contrôlable à travers du transfert d'un seul embryon. Mais c'est aussi un signe de l'efficace de l'embryoglue. Ça augmente aussi les grossesses gémellaires. Donc, cette méthode, l'utilisation de l'embryoglue, est clairement recommandée pour tout cycle de FIV car ses bénéfices sont en réalité très clairs. C'est pour ça que chez Ferticentro et chez Procreate, nous l'utilisons toujours depuis des années sans frais additionnels et nous sommes vraiment contentes, heureux avec les résultats obtenus. C'est un clair oui. Donc, en bref, l'embryoscope et toutes les technologies de time-lapse, surtout si associées à l'intelligence artificielle, OK, sans doute. L'embryoglue, OK, sans doute. Euh, les PICS et les MAX, peut-être, pour certains cas, pour certaines patientes, en réalité, on ne sait pas. L'IMSI, c'est pas la peine. Il n'a aucun intérêt, ça ne va pas augmenter les probabilités de grossesse. Mais bon, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des emails. Voici ici les adresses mail de nos cliniques. Euh, Ferticentro qui se situe à Coimbra, au centre du Portugal, Procreate qui se situe à Porto, au nord du Portugal. Donc, je reste à votre disposition. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que Oana va très probablement me poser des questions. Donc, voilà, je reste à votre disposition. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de questions publiques, mais nous vous encourageons, comme Vladimir a dit, d'envoyer vos questions par la suite, si jamais il y a quelque chose qui vous travaille l'esprit et que vous aurez besoin d'une réponse. Par contre, moi, en effet, j'aurais une question. Je suis curieuse, est-ce que cette technique, ces traitements complémentaires, est-ce qu'elles sont proposées d'habitude dès le début du traitement, dès que vous avez une nouvelle patiente, ou est-ce qu'elles sont proposées surtout dans des situations où on a déjà eu des FIV et on a eu des échecs? Alors, ça dépend de la technique. Par exemple, dans le cas du time-lapse, c'est-à-dire de l'embryoscope, dans le cas de l'embryoglue, nous les utilisons toujours. Pourquoi? Parce qu'on croit vraiment dans ces techniques. Et donc, comme c'est quelque chose que nous utilisons, nous ne considérons pas que ça c'est éthique de faire un traitement sans utiliser toutes les meilleures technologies disponibles pour les patients. Donc, pour ça, chez nos cliniques, c'est pas une option. Ok, il y a des cliniques, spécialement au Royaume-Uni, où ce type de techniques sont proposées avec des frais additionnels et donc les patients ne savent pas est-ce que ça vaut le coup ou pas, qu'est-ce que je devrais faire. Mais comme j'ai déjà une histoire derrière moi avec des échecs, etc., peut-être que je vais risquer et donc parfois ça arrive, ok. C'est dommage, mais c'est ce qu'on a. Et donc, pour l'embryoscope, pour l'embryoglue, et bien sûr l'utilisation de l'intelligence artificielle pour évaluer les images obtenues avec l'embryoscope, nous l'utilisons toujours. Une autre chose différente, c'est par exemple le PICSI. Donc, l'IMSI, nous l'utilisons jamais.
ça n'a pas d'intérêt. Par rapport au Pixie, aux plaques Pixie et aux colonnes d'annexine, c'est-à-dire les MAX. Ça dépend un peu. Si, par exemple, si un patient a un taux de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes augmenté, oui, la Pixie peut être intéressante. Si nous avons à répétition des échecs de fécondation, des fausses couches, des choses pour lesquelles on ne trouve pas une autre explication probable, oui, la Pixie peut être proposée. Les MAX sont aussi un peu en train d'être abandonnés. Il y a sans doute des études dans lesquelles elles ont montré un peu un léger effet favorable. Donc, très sincèrement, les Max, je pense que ça va être abandonné très prochainement. Et actuellement, dans nos cliniques, il y a 10 ans, on avait des Max. Nous avons proposé, utilisé cette technique pas mal de fois. Actuellement, avec l'évolution de la connaissance scientifique, disons, nous ne le proposons jamais. Le Pixie, oui, pour des patients qui ont fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes augmentée, fausse couche à répétition sans une autre explication claire. Donc, dans ce cas, oui, mais c'est que ça. D'accord. Merci beaucoup. On a une première question. Je vais la publier tout de suite. Et donc, je ne sais pas si vous la voyez. Avec tous les compléments disponibles, il est difficile de choisir ceux qui conviennent le mieux. Les compléments sont-ils vraiment nécessaires et l'âge a-t-il un impact? Alors, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, euh, embryoscope, pour les raisons que j'ai expliquées, oui. Je pense que toute clinique devrait idéalement avoir un système de time-lapse. Tout d'abord parce que la culture embryonnaire est beaucoup plus stable. C'est-à-dire, on ne touche pas les embryons. À partir du moment où on fait l'injection d'un spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte, l'embryon qui est formé est là, à l'intérieur de l'incubateur, dans un environnement stable et personne ne le touche pas. Et donc, ça, c'est le scénario idéal, à mon avis. L'autre situation, c'est évaluer, commencer à comprendre le comportement des embryons, les développements embryonnaires. Ce sont des choses que la connaissance scientifique augmente tous les jours dans ce domaine. Et donc, sans doute l'embryoscope, sans doute l'embryoglue, ça c'est aussi recommandé. Donc, l'embryoscope recommandé parce qu'il faut donner à nos embryons les meilleures conditions possibles de culture embryonnaire. Euh, L'embryoglue parce que il a été scientifiquement éprouvé son avantage. Et donc, je pense que, bien sûr, l'embryoscope a un coût élevé pour certaines cliniques plus petites. Il ne sera pas facile de pouvoir avoir accès à ce type de technologie. Et donc, euh, je, dans ce sens, je comprends si une clinique ne va pas proposer ça à ses patients. Pour l'embryoglue, non, parce que la différence de coût, c'est légère et donc, sincèrement, sont bien éprouvés les avantages de l'embryoglue. Pour le reste, ça dépend. Euh, Très honnêtement, le nombre de cas où, par exemple, le Pixie est réellement nécessaire est très faible. Pour les Max, je préfère les Pixie. Pour l'IMSI, ça, c'est pas la peine. Merci beaucoup. On a une deuxième question qui est bien plus spécifique, qui se réfère justement au max. En cas de problème de fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes, quelle technique de FIV recommandez-vous? Nos embryons analysés présentent des anomalies génétiques, double trisomie et double microsomie. Ma réserve ovarienne est faible, nous avons un problème de sperme, une fragmentation élevée de l'ADN. J'ai 41 ans. Sera-t-il dans notre intérêt d'utiliser MAX? Alors, bon, Maria, ce que je dis, c'est que
Donc, les altérations chromosomiques numériques du type que vous évoquez dans ce message sont plus liées, plus associées à la qualité ovocytaire que à la qualité du sperme. Ok. Donc, comme vous avez déjà 41 ans, je pense qu'il est beaucoup plus probable que ce soit un problème d'origine ovocytaire. Cependant, compte tenu que votre compagnon a une fragmentation de l'ADN augmentée, ma recommandation serait d'utiliser les plaques Pixie et pas les MAX. Les MAX peuvent être utiles, comme j'ai dit, son effet n'est pas réellement éprouvé et donc entre une chose et l'autre, la qualité de l'évidence qui favorise l'utilisation des plaques Pixie est supérieure à la qualité de l'évidence scientifique qui défend l'utilisation des MAX. Donc, mon avis serait éventuellement Pixie, sans aucun doute faire le DPI, c'est-à-dire le diagnostic génétique préimplantatoire, parce que vous avez tout d'abord un âge supérieur à 39 ans, parce que vous avez déjà une grossesse affectée par des altérations chromosomiques numériques, et donc c'est très clair l'indication vers le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire le PGT-A, et donc ça, c'est ma recommandation. Merci beaucoup. On n'a plus de questions. Sauf que j'ai une question par rapport à la France, parce qu'on s'adresse à des potentielles patientes qui parlent français. En France, on est très habitué à pratiquer le transfert frais de J2 ou J3. Je me réfère ici à Marie, qui a 41 ans, surtout pour les patientes qui ont une faible réserve ovarienne. Donc, du coup, elles n'arrivent pas à prélever beaucoup d'ovocytes. Et du coup, ma question est, c'est ce genre de traitement, on doit les faire sur des blastocystes, donc sur des embryons qui sont déjà arrivés à J5, n'est-ce pas? Oui, oui, nous sommes complètement favorables à la culture embryonnaire jusqu'à J5 ou J6. OK, donc le stade blastocyste, actuellement, c'est même pas en discussion. Pourquoi? Bon, la culture prolongée, elle ne va pas améliorer la qualité des embryons. Cependant, elle va augmenter le nombre d'informations que nous avons concernant les embryons. Et donc, et surtout ça aide bien sûr à identifier les embryons avec un meilleur pronostic, mais ça va aussi aider la prise des décisions, ça Mhm. va orienter les patientes parce que parfois on arrive à un moment où nous avons des échecs d'implantation et on ne sait pas pourquoi. Et donc, euh, si on peut surveiller les embryons pendant 5 jours, c'est préférable, ok, parce que ça augmente, ça nous permet déjà d'utiliser les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est une décision basée dans c'est une décision basée dans plus d'informations que quand on fait un transfert à J2 et à J3. Au passé, pas mal de cliniques faisaient le transfert à J2, J3, soit par des raisons logistiques, parce qu'il y avait un nombre trop élevé de patients et pas d'espace dans les incubateurs, mais aussi à cause des mauvaises conditions de culture embryonnaire. Parce que comme la culture embryonnaire n'était pas l'idéal, donc ça serait mieux de faire le transfert vers l'utérus plus tôt que plus tard. Actuellement, avec les nouvelles méthodologies, encore une fois, avec les systèmes time-lapse comme l'embryoscope, les conditions de culture embryonnaire sont beaucoup optimisées et donc la probabilité d'avoir, et donc la culture jusqu'à G5 ou G6 semble une option très sage et qui est complètement justifiée. Au monde entier, dans les principales cliniques mondiales, soit ici en Europe, soit aux États-Unis, enfin, un peu partout, je dirais
95% blastocyste, ok, peut-être plus. D'accord. Merci beaucoup. Si, on a une nouvelle question. Je vais la publier tout de suite. Alors, que pensez-vous du fait de préférer l'ICSI à l'AMSI en tant que complément? Qu'en est-il de la PICSI? Alors, l'IMSI est une forme d'ICSI, disons, plus spécialisée. Ok. Dans les deux techniques, on fait l'injection d'un seul spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte euh, et l'IMSI n'a aucun intérêt. Ok. Selon les études plus récentes, selon les recommandations de la Société européenne de reproduction assistée, l'IMSI ne va pas changer les résultats de l'ICSI. Et donc, nous préférons l'ICSI parce que c'est une technique plus rapide. Et si on gagne rien avec, si on perd le temps à sélectionner les spermatozoïdes, à évaluer soigneusement chaque spermatozoïde, si on gagne rien avec ça, c'est préférable de le faire aussitôt que possible et ne perdre pas le temps avec une méthode qui sert à rien. Et le PICSI? Ah, le pixie, c'est un peu ce que je disais. Donc, il n'a rien à voir. Ok, le pixie est une plaque qui sert pour nous aider à sélectionner les spermatozoïdes qui seront utilisés dans une technique de ICSI. Ok, donc, les spermatozoïdes qui ont une capacité de se lier à l'acide hyaluronique, c'est une propriété qui est indicatrice de la qualité embryonnaire, de la qualité génétique des spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes qui ont ce type de caractéristiques seront en principe des spermatozoïdes avec une meilleure probabilité d'être viables et des spermatozoïdes euh, avec un pronostic de fécondation supérieur. Et donc, c'est pour ça que nous recommandons le PICSI pour certains cas, notamment des hommes avec la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes augmentée, etc. C'est pas pour tout le monde, c'est juste pour des cas dans lesquels il semble exister une indication claire. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y aura encore des questions. Pour l'instant, je n'en vois plus. Et donc, du coup, Merci aux patientes qui ont posé ces voilà. questions et surtout bonne chance pour ces traitements. Merci beaucoup et merci à vous, Vladimiro, en espérant de vous revoir bientôt. Et bah, avec ceci, je vous dis bonsoir, bonne soirée. J'espère que ça a été une, une session intéressante. Et donc, du coup, je vous remercie pour votre présence. Au revoir et bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.